Everyone has to do Si vous ne savez pas ce que vous consommez, everything they can ne le consommez pas. in order to make sure they are on the right side of history. Consommateur engagé, aujourd'hui, c'est un boulot à plein temps. 84% de coton de la Chine, elles viennent de la région ouïghour. Posez-vous la question de savoir ce qu'il y a dans les vêtements. La fast fashion, c'est un vieux nuggets pourri. C'est nous qui dessinons aussi le monde de demain. There's another way of living on this planet. Change your minds, you guys. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen, je suis journaliste et dans ce podcast, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Qu'elles soient stylistes, entrepreneuses, activistes ou encore mannequins, ces femmes partagent ici leur parcours, leurs valeurs et dévoilent les coulisses d'une industrie en pleine mutation. Parce qu'elles ont pris conscience des dérives sociales et environnementales de la mode, elles ont décidé de s'engager pour un monde féministe, inclusif et durable. Cette semaine, je reçois Céline Lescure-Inquel, fondatrice de la marque Plume Paris. Pour comprendre les prémices de Plume, il faut remonter dans l'enfance de Céline. Une enfance difficile, marquée par de la maltraitance. Mais en toile de fond, ce qui lui permet d'avancer et de se construire, on retrouve les vêtements et ce besoin vital de créativité. Alors à plus de 40 ans, Céline décide enfin d'écouter cette petite voix et de créer sa marque de vêtements basée sur la précommande. Pourquoi ce choix ? Comment convaincre ses clientes de franchir le pas ? Et comment faire toujours mieux ? Avec Céline, nous avons parlé de son parcours, de photographie et de Made in France. Je vous souhaite une très belle écoute et merci à Plume Paris de soutenir Nouveau Modèle. Bonjour Céline. Merci beaucoup de prendre ce temps pour moi, pour cet épisode. Déjà, comment tu vas ? Parce qu'il me semble que tu es bordelaise et c'est vrai qu'en ce moment, il y a des feux qui ravagent la région, c'est assez dramatique. Donc, je voulais déjà commencer par cette question. Comment tu te sens ? M'en parle pas, c'est vraiment un sujet qui me touche beaucoup. Tu sais, moi, je suis arrivée dans cette région, j'avais 6 ans. Et en plus, c'était une période de ma vie qui était... plutôt compliqué et j'ai découvert en fait une nature qui est devenue mon cocon. C'est devenu mon écosystème et le fait de l'avoir brûlé parce que moi je suis à Biscarrosse, ma maison, j'ai une maison secondaire maintenant qui est à Biscarrosse, qui est au bord des Landes, donc la maison est à 5 km des feux. Ouais. Et donc on a vu cette espèce de monstre de fumée toute la semaine dernière, très angoissée avec toutes ces fumées qui arrivaient vers nous, et de se dire aussi est-ce qu'elle va pas venir ravager notre habitat, notre maison. Et voilà, moi je suis complètement catastrophée. Il faudra peut-être 30 ans pour reconstruire tout ça, et mes enfants n'en profiteront pas comme j'ai pu en profiter. Donc voilà, c'est pas forcément on l'a assez mal vécu en fait. J'imagine, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez dramatique. En plus, on se dit que ça risque de se reproduire avec le réchauffement climatique, on aura de plus en plus de canicules, de sécheresses, donc tout ça, j'imagine, doit pas forcément être évident, surtout quand on a des enfants. Exactement. Tu sais, moi j'ai une opinion très personnelle par ce qui s'est passé. Tu sais, je sais pas si tu le sais d'ailleurs, je sais pas si c'est connu, mais la forêt des Landes, en fait, c'est une forêt qui est artificielle. Elle a été plantée au 18e pour contenir la dune qui avançait. En fait, dans un premier temps, pour contenir la dune qui avançait et pour protéger les habitations et les cultures. Et puis ensuite, un siècle après, tout le monde le sait, c'est Napoléon III qui avait demandé de planter ces pins pour assécher les marécages. Donc c'est une forêt en fait qui, alors il y a toujours les chênes lièges du départ et les arbousiers, mais c'est une forêt qui est artificielle. Et moi je suis vraiment partisan. Je pense qu'il faut vraiment associer les gens qui travaillent cette forêt depuis une centaine d'années et ceux qui souhaitent évidemment qu'on respecte au maximum la nature. Essayer de travailler en bonne intelligence, de comprendre, d'apprendre des intelligences collectives. Et voilà. Et puis, tout ce que je peux te dire, c'est que j'espère simplement que cette catastrophe éveillera les consciences de tous. Et puis qu'on va essayer de replanter cette belle forêt et faire que tout le monde soit conscient, mais qu'elle puisse être accessible à tous pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà. C'est ma petite réflexion.
Je suis assez d'accord avec toi. On va enchaîner avec, finalement, ça fait le lien avec l'industrie textile, qui est une industrie, elle aussi extrêmement polluante et qui participe à ce réchauffement climatique, malheureusement. À quel moment, toi, tu as pris conscience un petit peu de ces dérives environnementales, mais aussi sociales liées au textile? Alors, en fait, si tu veux, j'ai vraiment pris conscience, réellement, pour être tout à fait honnête, quand j'ai commencé à travailler le projet de Plume. Évidemment, j'avais cette conscience que l'industrie du textile était polluante. Ok, c'était une conscience, une connaissance globale. Et puis, quand j'ai commencé à travailler le sujet, je me suis beaucoup documentée. Je suis allée rencontrer les gens du métier, les industries. Et là, en fait, ce que j'ai découvert, c'était... donc, on est en train de parler de 2019. C'était... mais j'ai pris une claque, en fait. Je me suis rendu compte que c'était absolument catastrophique. Je me souviens de 2 chiffres très forts. À l'époque, alors je n'ai plus les chiffres aujourd'hui à jour, mais à l'époque, je sais qu'il y avait 60% des importations de textiles du marché européen qui venaient du Bangladesh. Et à l'époque, donc c'est pareil, je n'ai plus les chiffres aujourd'hui, mais je me souviens de ce chiffre, que les gens étaient payés 0,32 $ de l'heure. Donc j'ai pris une claque, en fait, si tu veux. Je me suis dit, ok, très bien, c'est super, Céline, tu veux te lancer dans le prêt-à-porter, mais il y a un petit peu de travail quand même. Donc, il va falloir réfléchir. Et il y avait un deuxième chiffre qui m'avait marqué, c'était, je crois que c'était quelque chose comme 5 millions de vêtements vendus sur le marché européen et 4 millions jetés. 4 millions de tonnes, 5 millions de tonnes et 4 millions de tonnes jetées parce que ou pas portées ou usagées. Donc, c'est vrai que quand tu souhaites monter un business et que tu te rends compte, juste en creusant un tout petit peu, que y a un vrai gros problème, ok, ta réflexion, tout de suite, elle se repositionne. Voilà. Ouais. Donc, je suis extrêmement honnête. Mon envie de créer Plume, elle n'est pas venue, et la précommande, on en parlera après, mais elle n'est pas venue par un besoin de changer les choses. C'est en creusant le sujet que je me suis rendu compte que si je devais lancer cette marque, il fallait que je le fasse différemment, en fait. Ouais. Mais pour beaucoup, finalement, c'est un peu ça. C'est en mettant le doigt dedans que petit à petit, on prend conscience finalement de l'ampleur, parce qu'on en a vaguement connaissance. Mais oui, pour vraiment saisir l'ampleur des problématiques, je crois qu'il faut quand même mettre le doigt dedans et le nez dedans, quoi. Et oui, on va essayer de revenir un petit peu en arrière, parce que je crois que ton histoire a quand même toute une importance par rapport à la création de Plume et aux valeurs que tu essaies de transmettre via cette marque. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette histoire, ce parcours, où est-ce que tu as grandi, quel genre d'éducation tu as reçu de la part de tes parents, voilà, puis ça nous permettra de mieux te connaître aussi. Alors déjà, tu sais, j'ai 46 ans et donc j'ai monté Plume très très tardivement. Puisque Plume a 2 ans et demi. Et si tu veux, le parcours dont je vais te parler, il est vraiment absolument... Voilà, il rentre pas dans les cases. Il y a une chose qui est importante, c'est que moi, j'ai eu une enfance très difficile. J'ai été maltraitée, physiquement et psychologiquement. Depuis la petite enfance, je suis passée d'une violence paternelle qui battait ma mère vers une violence maternelle. Mes parents ont divorcé et tu sais, je te parlais tout à l'heure que je suis arrivée à l'âge de 6 ans à Biscarrosse. En fait, il y a eu des étapes dans ma vie qui m'ont complètement construite. Et je suis quelqu'un qui a beaucoup de chance parce que j'ai l'impression de porter la résilience dans mes gènes. Je suis quelqu'un, si tu discutes avec des gens de mon entourage qui te diront, j'ai une capacité à voir le beau dans le quotidien et à essayer de m'en émerveiller tout le temps. Et ça, en fait, je l'ai dans ma peau depuis que je suis toute petite. Donc, malgré cet environnement qui était ultra défavorable, en plus avec des moyens, très peu de moyens, en fait, je me suis construite et mon rapport aux vêtements est aussi beaucoup lié à cette enfance. Ma mère a pris beaucoup de poids dans l'enfance à cause de surdose de cortisone. Elle était très malade. Donc, je suis en train de te parler d'une mère dans les années 80-90 qui avait énormément de surpoids. Et à l'époque, pour s'habiller, quand tu avais vraiment beaucoup de surpoids, le seul moyen, c'était d'aller
dans les boutiques pour grand-mère. Et quand tu as 30 ou 40 ans et que tu es obligé de t'habiller dans des vêtements pour grand-mère, forcément, ça te donne peut-être très peu envie de t'occuper de toi. Et donc, ce déni qu'elle a eu d'elle-même, en fait, quelque part, moi, j'étais sa fille. J'imagine qu'elle n'a pas trouvé l'intérêt de pouvoir m'apporter quoi que ce soit de féminin. Et j'étais l'aînée de 2 autres frères. Et donc, les vêtements, quand il y en avait, quand ils étaient achetés, quand ils n'étaient pas donnés, c'était des vêtements qui devaient aller aussi à mes frères. Donc, t'imagines qu'il n'y avait jamais de robe, il n'y avait jamais chose de féminin. Et donc, il a fallu, en fait, que petit à petit, je me construise autour de ça. Donc, je suis allée le chercher, vraiment. Donc, je suis allée faire... Biscarrosse, c'était une commune absolument incroyable à l'époque. Beaucoup d'activités, d'associations avec des entrées pour pas grand-chose, donc tout le monde pouvait y accéder. Et donc moi, j'ai pu faire de la poterie, j'ai pu faire de la danse, de la gymnastique, beaucoup de sport, beaucoup d'activités qui m'ont en fait ouvert l'esprit et surtout m'ont permis de m'exprimer en dehors de ce cocon, de ce climat familial qui était ultra défavorable. Et donc les années passent, je me construis comme ça. Et puis, mais aucune confiance en moi. Je suis absolument persuadée que je suis pas très jolie et que je vaux pas grand-chose. Et puis, à 15 ans, il se passe quelque chose d'incroyable. Ma mère était extrêmement stricte et quand elle me disait tu seras punie de sortie, bon, je savais que c'était tout à fait réel. Et donc, on se retrouve un soir et il y a une élection de Miss. Donc, t'imagines le truc complètement... je voulais pas y aller. Complètement, je voulais pas y aller. J'étais persuadée que j'allais me faire huer par le public. Et elle me dit, écoute, si t'y vas pas, tu seras punie de sortie pendant 2 mois. Donc, ni une ni deux, j'y vais. Mal au ventre, mais j'y vais. Et là, je gagne le second prix. Donc, au début, je me dis, il y a quand même erreur sur la personne. Et puis, et le second prix, c'était de gagner 3 robes. Et un parfum. Je me souviens parfaitement de ça. Et je me souviens aller dans cette boutique. Et la dame qui tenait cette boutique me fait essayer les robes et me dit, mais en fait, tout te va. Je comprenais pas ce qu'elle me disait. Je commence à regarder ce reflet dans le miroir avec ces robes. Et en plus, tu sais, c'était les années 90, donc c'était extrêmement moulant, voilà, c'était près du corps, extrêmement féminin. Et je regarde ce reflet et je me dis, mais ah ouais, c'est pas mal en fait. Pas trop mal, tu vois, j'ai 15 ans et il se passe quelque chose. Alors, inutile de te dire que ces robes, je les ai portées jusqu'à l'usure pendant 2 ans. Je ne portais que ça tout le temps, voilà. Et j'ai remarqué surtout que les regards changeaient. Mais pas seulement les regards des garçons, les regards de mes professeurs, les regards de mes amis. Et j'avais l'impression que pour la première fois, je pouvais exprimer à l'extérieur ce que j'étais à l'intérieur. Et ça a été vraiment quelque chose de fondamental pour moi dans ma construction. Voilà, les années passent, je passe mon bac, je me débrouille plutôt pas mal. Ça se passe vraiment décidément très mal chez moi, donc je m'échappe, je m'enfuis à l'âge de 19 ans. Et en fait, toute ma construction se fait par les rencontres que je vais faire. Et je vais aller chercher justement ces inspirations parmi les gens que je vais rencontrer. Alors ça peut passer, tu vois, de la maman de mon premier boyfriend qui avait une maison en bois au bout de mon lotissement. C'était les toutes premières maisons en bois. Elle était hyper jolie, toute joliment décorée. Et c'était une femme ultra libre qui marchait pieds nus tout le temps, qui portait des paréos. À l'époque, personne portait des paréos. Elle fumait des clopes, buvait du rosé, elle parlait politique, elle peignait. Et moi, je regardais cette femme avec admiration et elle avait un rapport au corps tout à fait sain et libre et très féminine. Je la revois avec ses cheveux montés en chignon et à se maquiller dans son miroir. C'était quelque chose que j'avais jamais connu, en fait, si tu veux. Donc, je suis en admiration. Et voilà. Et donc, je m'imprègne comme une éponge de toutes les personnes que je vais rencontrer. Et puis, je décide de voyager parce qu'à un moment, je me rends compte que, bon, financièrement, c'est juste pas possible. Il va falloir que je travaille. Et j'ai envie de continuer à apprendre des choses. Et donc, mon premier voyage, c'est l'Italie. Je pars pour 1 an. Et là, grande chance, je tombe fille au père chez Lorenzo Mattotti, qui est un très grand artiste italien, qui est un illustrateur
D'ailleurs, une de ses dernières productions est passée à Cannes l'année dernière. J'ai vécu dans un environnement hyper artistique, culturellement riche, et j'ai découvert à ce moment-là la Dolce Vita. Tu vois, le goût des bonnes choses, le vin, l'art, la politique. C'était fou, et je me souviens me plonger dans je vivais parmi ces toiles. Je trouve que c'est absolument fabuleux. Je découvre pour la première fois que l'art n'est pas quelque chose d'abstrait, mais quelque chose qui peut me procurer beaucoup de plaisir et dont on peut discuter. Tu vois, c'était quelque chose que je ne savais pas. Et ça, c'est fondamental, tu vois. Et puis après, voilà, je continue mes voyages et je pars à Londres. Donc, on est en 99. Et là, Londres, à l'époque, c'est quelque chose d'incroyable. En plus, j'ai atterri à Notting Hill, qui est le quartier créatif à l'époque. Et dans mon groupe d'amis que je me fais, il y a un certain David Sims, qui est un immense photographe de Vogue. Et voilà, en fait, je me rends pas compte, mais je bois des verres avec des gens qui sont complètement implantés dans la mode de Londres à l'époque. J'ai oublié de te parler de quelque chose qui est absolument fondamental, c'est qu'à 8 ans, je demande un appareil photo. Et en fait, je fais de la photo tout le temps, mais je le dis pas. Tu vois, c'est quelque chose qui, voilà, évidemment, j'ai pas confiance en moi, donc t'imagines bien que même à Londres, je suis entourée de tous ces gens-là, mais jamais je dis que je fais de la photo. C'est absolument pas possible. Donc voilà, je me retrouve dans un environnement hyper créatif et pourtant, je fais pas le pas, tu vois. On me propose même de participer à des castings. Et je me dis, il y a anguille sous roche, c'est pas possible. Non, j'y vais pas. Il va se passer quelque chose. J'y vais pas. Et je refuse des castings qui étaient fous. Donc voilà, et puis Londres, c'est aussi à l'époque Topshop. C'est les créateurs. Et là, il faut savoir quand même, à l'époque en France, la mode vraiment n'est accessible quand les gens qui ont vraiment beaucoup d'argent. On s'achète rarement des vêtements. Et là, d'un seul coup, je découvre des marques qui proposent des robes à paillettes, et, du cuir, des formes complètement folles. Et ça n'existait pas dans ma région. Clairement, il fallait peut-être être sur Paris, mais moi, je découvrais et je suis complètement fan. En plus, Londres est multiculturel. La musique est ultra présente. Enfin voilà, je suis complètement, je m'imprègne de tout ça. Et je sais qu'aujourd'hui, j'ai encore tout ça complètement en moi. Voilà, donc une expérience très très forte à Londres. Ça dure 3 ans. Et puis je décide de rentrer en France, envie de devenir maman. Et à ce moment-là, donc je rencontre mon premier mari. Et on décide de partir vivre sur l'île de la Réunion. Puis avant, je me dis, je vais faire le petit tour de ma famille et je vais à la rencontre de cette famille paternelle que je ne connaissais pas en fait. Et là, il se passe quelque chose de fou en rapport avec les vêtements. Je vais rencontrer mes tantes et donc j'ai pas vu ces tantes depuis peut-être 15 ans. Donc je ne les connais pas. Et au moment où je descends du bus, je suis nez à nez avec ma tante et ma tante porte exactement le même chemisier que moi. Et exactement la même marque, la même coupe, la même couleur. Et je suis face à face à quelqu'un qui me ressemble, ou plutôt à qui je ressemble. Et je commence à discuter et je me rends compte que mon autre tante peint, écrit. Je me rends compte d'un seul coup que, en effet, tu fais partie quand même d'une famille, tu te construis en effet, mais il y a quand même une base, tu vois, il y a une base génétique. En tout cas, je me reconnais et le vêtement, en tout cas, comment dire, ce miroir avec ma tante est hyper fort à ce moment-là. Donc voilà, bref, ça continue ma construction et puis je deviens maman. Et puis une deuxième fois maman, donc on rentre en France. Et là, en fait, si tu veux, mon objectif est... alors, j'ai un de mes enfants qui est très malade, qui a des gros soucis de santé.
Et mon deuxième garçon est précoce, c'est diagnostiqué précoce avec toutes les dyspraxies, des orthographies, enfin bref, une scolarité pas facile. Et donc mon focus à ce moment-là, c'est seulement de m'occuper de mes enfants. Donc je prends un job complètement alimentaire. Donc les années passent, les enfants grandissent et puis les couples se ternissent et puis je finis par m'acheter mon premier boîtier. Donc photo, et puis le divorce arrive. Et à ce moment-là, donc je rencontre mon mari actuel et David, qui est un entrepreneur et qui voit mes photos et me dit mais ce que tu fais c'est vraiment canon, il faut que tu te lances. Et j'y crois pas du tout en fait. Je dis mais non, enfin les gens viennent me voir parce que c'est gratuit. Il me dit non, les gens viennent te voir parce que c'est beau. Ok, alors ça c'était incroyable comme révélation pour moi. Ce que je faisais pouvait se vendre réellement. Ok, très bien. Et là, j'ai 35 ans. Okay. Et finalement, je plaque tout et je monte ma boîte de photos. Et ça marche. Et en fait, et c'est là que le vêtement, si tu veux, c'est un fil conducteur pour moi. C'est que, et je me rends compte qu'aujourd'hui, mais quand je photographiais mes clients, que ce soit les enfants, en particulier les enfants d'ailleurs, mais aussi les femmes, les familles, il y avait un vrai travail je fouillais dans leurs vêtements. On allait ensemble, les enfants, je leur demandais d'ouvrir leur malle à costume et je leur demandais c'est quoi ton déguisement préféré ? Allez, montre-moi. Et alors, ils sortaient toujours un costume incroyable et tu sais, quand tu demandes à un garçon, une petite fille de porter son plus beau costume et de jouer avec lui, tu crées des photos absolument incroyables. Ils s'expriment tout à fait naturellement plutôt que leur demander d'être hyper bien sapés et d'être sage comme une image. Ça marche pas, ça, en fait, si tu veux. En tout cas, moi, ça marchait pas et c'était pas l'émotion que je voulais aller chercher dans mes photos. Et la même chose pour les adultes. Des fois, je trouvais des perles et je me disais, mais c'est ça qu'il faut que tu portes. Qu'est-ce que t'en penses ? On en parlait tous les deux. Et d'un seul coup, ce vêtement révélait toute leur personnalité. Et moi, j'allais chercher ça, en fait, dans la photo. C'était vraiment très fort. Et je pense que c'est peut-être ça qui a aussi fonctionné. Donc voilà, le studio fonctionne bien, même plutôt très bien. Et en même temps, parce que quand tu commences à te lancer dans l'entrepreneuriat, tu as envie de faire plein de choses. En même temps... je décide de monter une agence d'événementiel de luxe pour enfants. Et cette société s'appelait Plume et Caramel. Et à ce moment-là, donc, je monte mon compte Instagram qui s'appelle Plume et Caramel. Et je poste à ce moment-là, jamais j'ai ma tête, c'est évidemment absolument pas possible dans l'ordre des choses pour moi. Et donc, voilà, je poste, je fais beaucoup de gâteaux, je fais beaucoup de moments de vie, mais tout est toujours hyper construit, réfléchi. Et le compte commence à prendre bien, tu vois, c'était chouette. Et la photo continue. Et puis à ce moment-là, David est obligé de remonter en rapide du business parce qu'il est sorti de sa boîte et il me demande de l'accompagner sur une société qui s'appelle Skillbill et le compte Instagram commence à bien fonctionner. Et là, il se passe quelque chose de très drôle, c'est que David me prend en photo et à ma grande désillusion, la photo où j'apparais, je sais plus, je crois que je gagne 5000 likes. Donc, j'avais passé des années à essayer de construire quelque chose de super. Mais la photo où j'apparais, c'est celle où il y a le plus de likes. Et un bon entrepreneur, David, me dit, mais bon, t'as compris ce qu'il faut faire, en fait. Il faut que ça soit ta tête qui apparaisse. Bon, ok. Bon, je le fais, mais à ma manière, en fait. Il n'y a pas de selfie. J'essaie de recréer, en fait, l'univers. Et ça fonctionne. Et je commence à avoir des demandes de partenariat. Et c'est là qu'arrive, en fait, tout se combine. En fait, tu sais, il y a des chemins dans la vie qui arrivent en même temps. Et là, faut pas se poser de questions. C'est juste une évidence. Et donc, voilà, ces partenariats arrivent, mais quelques marques me conviennent. Et ça m'amène à réfléchir, en fait, à cette communauté qui est en train de se créer.
Et je me dis, mais pourquoi en fait ils me suivent? Pourquoi elles achètent ce que je leur propose quand je porte des vêtements et vient en fait cette envie, mais alors pas du tout de construire une marque. Tu vois, j'ai évidemment pas du tout l'idée de construire une marque, mais par contre de me dire, ben voilà, peut-être que oui, je peux proposer des vêtements qui correspondent à cet univers en fait que j'ai créé. Et voilà, tout s'enchaîne. Moi, je sors du digital, je suis photographe. Il y a ce compte Instagram, cet univers, et tout fait sens, en fait, à ce moment-là. Tout s'aligne, quoi. Voilà, tout s'aligne. Et l'idée même d'une marque me vient même pas à l'esprit. C'est-à-dire que je me dis, ben voilà, on va faire des vêtements dans un univers. Et je décide de lier, en fait, la communauté à ce projet. Et je fais un post Instagram. Je crois que ça doit être au mois de novembre, et je t'en parle parce que c'est vraiment important. Alors, je fais ce post annonçant que je veux lancer ma marque, que je suis très avancée sur le sujet et que j'ai besoin en fait d'aide de personnes de ma communauté pour essayer de peut-être mieux comprendre. Moi, j'avais évidemment une opinion des valeurs que portait le compte, mais entre ce que toi tu penses et la réalité, en tout cas ce qui est perçu, des fois il y a des écarts. Donc moi, je voulais essayer de comprendre, creuser un peu plus. Et ce que je ne sais pas, c'est qu'à ce moment-là, parmi ses followers, il y a une certaine Élise Durand qui va devenir mon associée et alors c'est très rigolo d'ailleurs parce que elle s'était mise à me suivre après un podcast que j'avais fait. J'imagine que tu connais, c'est La Matrescence de Clémentine Sarlat, qui m'avait interviewée sur les familles recomposées. Et il se trouve que voilà, moi je suis à la tête d'une famille recomposée où il y a 6 garçons et Élise est à la tête d'une famille recomposée où il y a 8 enfants. Tu vois, c'est et donc elle me suivait tout à fait discrètement depuis quelques mois et sans rien dire. Et Elise en fait a déjà possédé une marque il y a quelques années qui s'appelait Rock Mafia, qui était spécialisée dans le cuir, qui faisait des sacs US entre autres, qui avait fait une très très jolie percée. Et puis, bon, pour des raisons perso, de vie, elle avait dû vendre ses parts. Et puis ensuite, la société s'est cassée la figure. Mais elle est toujours dans le prêt-à-porter à ce moment-là. Elle travaille pour la famille Mullier et elle me dit, elle me contacte direct. Elle me dit, écoute, voilà, on se connaît pas. J'habite Bordeaux aussi. Et il faut qu'on se rencontre. J'ai envie de te donner un coup de main sur ton projet. Je trouve ça super chouette. Ouais. Ok, très bien, vas-y, viens. Et on se rencontre le lendemain. Et tout de suite, ça match. La semaine d'après, elle m'envoie tout de suite des informations. Et au bout de 10 jours, je comprends en fait que elle a envie de rentrer dans l'aventure. Elle me dit, écoute, je viens de démissionner. Et je suis un peu surprise. Je lui dis, écoute, t'es sûre? Tu sais, moi, je suis toute seule avec ma stagiaire. C'est compliqué. Elle me dit, non, t'inquiète. Je veux passer du temps avec toi, je veux juste te donner un coup de main, ça m'inspire, j'ai envie de passer du temps. Et puis voilà, donc elle rentre dans l'aventure au mois de novembre, sachant que la marque se lance officiellement le 1er mars 2020. Ok. Voilà. Donc voilà comment se construit en fait Plume et comment tout est arrivé. C'est fou cette histoire. Oui. C'est dingue. Oui, effectivement, cette résilience et puis cette créativité, ces vêtements qui sont toujours en toile de fond et qui t'ont guidé jusqu'à créer Plume. Donc la marque naît. On va essayer de rentrer dans le détail de ce qu'est ta marque aujourd'hui et des valeurs que tu as souhaité et que tu souhaites transmettre, véhiculer avec Plume. Déjà, on va parler du fonctionnement qui est un petit peu particulier. De la précommande, mais aussi de ces prix différents que vous proposez. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette envie de fonctionnement un peu particulier, un peu à côté de ce qui se fait dans la mode traditionnellement? Ouais, alors écoute, tu sais, tout à l'heure, je te disais, quand je me suis mise sur le sujet de Plume, que j'ai commencé à creuser un peu l'industrie du textile, bon, l'idée, c'était de dire comment on fait. Et moi, je voulais toujours associer cette notion de plaisir parce que chacun a une façon d'essayer d'apporter la pierre à l'édifice et certaines marques ont décidé et peut-être à juste titre, je ne sais pas qui c'est qui a tort ou a raison, mais ont décidé de faire des pièces qui étaient intemporelles, qui soient intemporelles et peut-être travailler sur des monoproduits.
moi, je suis partie, et vraiment, c'est ma profonde conviction. En tout cas, voilà, je m'adresse à ces filles qui ont ces mêmes valeurs que moi. Je suis absolument persuadée que les femmes ont besoin d'une allure. Voilà, et de se faire plaisir, de continuer à se faire plaisir. La question est, comment continuer à se faire plaisir sans être polluant, nocif pour notre planète, ou en tout cas en essayant de le faire le moins possible. Donc tout de suite, forcément, je me suis posé la question de comment produire mieux. Et à ce moment-là, donc en creusant un peu, moi je sortais en plus j'avais vendu des voitures. À un moment donné, j'ai même été responsable d'un magasin de déco, et donc moi je faisais déjà de la précommande. Dans l'automobile, on fait de la précommande, dans la déco, on fait de la précommande, dans la joaillerie, on fait de la précommande. Et ça nous paraît totalement naturel de le faire pour ce type de produit. Et dans la mode, eh bien, c'était complètement différent. Donc, l'idée de la précommande, elle vient de là. Et donc, je commence à creuser, à chercher des marques qui font de la précommande. Et je découvre Patine. Clairement, je ne connaissais pas. Je découvre Patine, évidemment Asphalt pour hommes, Aloas. Ils font des chaussures. Alors, ils font carrément tout maintenant de A à Z, mais ils font des chaussures en Espagne. Et ok, je me dis, ça a l'air de marcher, le système. Mais personne ne fonctionnait en look, si tu veux. Et moi, je me dis, les filles ont besoin de s'identifier à un style. Voilà, c'est comme ça que je le vois, et en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. À une allure, une histoire. Voilà, on raconte une histoire, et donc il faut qu'elle puisse s'attacher à ça. Et donc, je suis partie sur la précommande de vêtements. Alors, nous, notre système, ben voilà, il s'est posé d'une façon très simple, c'est comment finalement pousser nos clientes à être plus responsables et donc à précommander. Pour moi, le seul moyen de motiver les gens à être plus responsables, c'est de leur donner un coup de main. Donc si elles sont capables de faire l'effort de patienter entre 1 mois et 2 mois pour avoir leurs vêtements, il faut que nous puissions faire un effort. Et donc nous, cet effort, nous le faisons sur le prix. Nous le faisons. Et donc, notre système, il est basé sur une réduction. La cliente gagne 1/4 du prix, 25%, lorsqu'elle précommande. Et puis, elle patiente le temps de la fabrication avant de recevoir sa pièce. Et puis ensuite, au début, c'était l'idée. On devait partir uniquement sur de la précommande complètement à 25%. Et puis, on s'est rendu compte, en fait, tout à fait naturellement, que le produit, il a une vie. Il a évidemment le moment de sa précommande. Et puis ensuite, il a le moment de sa confection. Et puis, comme c'est le jeu du digital, eh bien, il y a des retours parce que la coupe ne va pas, la taille a mal été choisie, ou tout simplement, c'est pas tout à fait ce à quoi elle s'attendait. Donc, on a des retours qui se font. Et puis, on s'est rendu compte aussi que quand on fabrique, il y a des rouleaux et que, ok, mettons qu'on ait prévendu 100 robes, mais que pour faire ça sans robe, il faut utiliser, par exemple, 2 rouleaux et demi. Qu'est-ce qu'on fait du reste du rouleau? Donc, on s'est dit, il faut quand même le terminer, le rouleau, sinon c'est du gâchis. Donc, finalement, entre les retours et les fins de rouleau, il y a toujours une partie en plus de fabrication. Donc, finalement, nous, avec Élise, on s'est posé, on s'est dit, ok, c'est super, la précommande, c'est chouette, mais le produit, il a une vie. Donc, durant la précommande, c'est 25%, mais on s'est dit, mais pendant la confection, puisqu'on sait qu'on va avoir des pièces supplémentaires, pourquoi ne pas continuer à le proposer à la vente? Et donc, à ce moment-là, on s'est dit, mais la remise doit être moins importante. Donc, on propose quand même une remise de 10%. Et puis ensuite, ces vêtements, quand ils sont retournés ou quand ils n'ont pas été vendus parce qu'il y a eu ce surplus qui a été fabriqué, on le propose en stock. Mais le vrai prix de ce vêtement, c'est le stock. D'accord? Nous, en fait, finalement, c'est l'incitation du prix pour qu'elle puisse passer en précommande. Voilà, c'est ça notre modèle. C'est extrêmement intéressant. Puis toute la réflexion autour. Et qu'est-ce qui fonctionne le mieux dans les 3 prix? Est-ce que du coup c'est assez équilibré? Enfin, je veux dire, c'est la précommande quand même qui l'emporte, et puis après il y a quelques commandes, que ça soit pendant la confection ou sur stock, ou qu'est-ce qui marche le mieux? Alors en fait, nous on s'est rendu compte aujourd'hui, parce que encore une fois, Plume est une bébé marque, mais on s'est rendu compte que on a à peu près 2 types de clientes. On a vraiment la cliente qui est très attachée à la précommande. Alors là, la grande question
parce qu'on commence à en avoir quand même quelques-unes, puisqu'on fait 1000 commandes par mois, donc on commence, si tu veux, à avoir un peu de clientes. Mais on n'arrive pas encore à savoir si elles sont attachées à la nouveauté ou si elles sont attachées à la précommande en tant que telle ou si c'est le prix qui les intéresse. En tout cas, nous avons des clientes très, très, très régulières, hyper attachées à la précommande. Elles n'achètent qu'en précommande, d'accord ? Et puis ensuite, on a un deuxième type de cliente qui, elle, va attendre la fin des précos. Donc, on a un boom de vente sur les 2 derniers jours de précommande. Elles ont vu ce vêtement, ça leur donne envie, et puis finalement, elles achètent vraiment juste à la fin. Ou alors qui peuvent acheter en confection, ou alors qui achètent en stock parce qu'elles se disent bon, voilà, j'ai un besoin, j'ai un dîner, j'ai un mariage, ou tout simplement il fait froid, j'ai besoin d'une maille. Elles vont l'avoir en 72 heures, tu vois, chez elles. Donc on arrive quand même à cibler, à distinguer, 2 types de clientes. Et puis après, eh bien la réalité, c'est qu'il y a aussi une notion de saisonnalité chez la femme. Clairement, Noël, été, elles achètent du stock. Elles sont dans le besoin de cadeaux, de besoin d'événements. Et l'été, elles ont besoin d'une robe maintenant. La petite robe d'été, c'est clairement plus facile de l'acheter quand il fait chaud que lorsqu'il pleut au mois de mars. Donc, c'est un vrai challenge pour nous. Parce qu'il faut imaginer que les femmes restent quand même très attachées à l'environnement extérieur qu'elles vivent. Donc, par exemple, il fait beau, elles ont envie d'été. Il fait froid, elles ont envie de mailles. Et faire de la précommande avec 2 mois par exemple, de délai, parce que souvent on est entre 3 semaines et 1 mois et demi, mais des fois ça va jusqu'à 2 mois. Des fois c'est pas simple parce que il faut qu'elles puissent se projeter sur ce dont elles auront besoin dans 2 mois. Mais voilà, c'est une habitude à prendre et c'est chouette. Voilà. Après, si tu veux, il y a une certaine on ressent quand même sur la première commande une certaine impatience, d'accord ? Elles sont dans l'attente de quand est-ce qu'arrive mon vêtement. Elles sont conscientes qu'elles ont fait une précommande, si tu veux. Elles sont tout à fait conscientes, mais elles n'ont pas mesuré en fait ce que ça veut dire. Donc, je comprends pas, je comprends pas que ça soit si long. Et puis, une fois qu'elles ont reçu leur pièce, qu'elles ont vu la qualité de la pièce, ça change tout. Et si elles réussissent à passer le cap de la 2e précommande, alors là, c'est chouette. C'est une cliente qui est gagnée pour la précommande. Ouais. Oui, parce que c'est pas évident d'expliquer, de communiquer sur ce système-là encore. Parce que, alors certes, il est de plus en plus utilisé par les marques, mais c'est quand même pas ce qui se fait, ce qui est le plus commun encore aujourd'hui. Donc c'est pas forcément évident, j'imagine, quand on est une marque et qu'on se lance en plus avec ce système, de correctement communiquer sur la précommande. Alors, en plus, si tu veux, nous on est parti moi je suis très difficile dans la qualité de ce qu'on propose, évidemment en termes de vêtements. Donc, on met vraiment le prix sur la qualité de nos pièces. Et le fait que nous n'ayons pas d'intermédiaire, ça permet vraiment de mettre le maximum sur les pièces. Mais je suis aussi hyper difficile sur le type de médias que l'on propose, donc les photos, les vidéos. Et donc, si tu veux, on paraît tout de suite auprès de la cliente comme une très grande marque, en fait, qui vient de s'installer et qui propose de la précommande. Et donc, on va toucher aussi des clientes qui ne sont pas forcément habituées à ce qu'on leur parle de précommande et d'achat en conscience. Donc, on touche des clientes qui aiment le vêtement aussi. On a vraiment une grosse communauté attachée à la précommande, et on a aussi de plus en plus de filles qui tout simplement aiment se faire plaisir. Et une fois, en fait, c'est ça. Nous, notre challenge, c'est une fois qu'elles ont reçu leur pièce et qu'elles sont épatées par cette pièce, c'est qu'il faut absolument qu'elles soient épatées par cette pièce, parce que si elles sont épatées, elles vont la garder longtemps. Eh bien, le challenge, il est gagné. Ouais. Tu vois. Ouais.
Complètement. Et sur les prix, comment vous avez déterminé la réduction, les 25%, les 10% C'était par rapport à votre marge que du coup vous rogniez pour aider la cliente à passer le cap? En fait, c'est ça, si tu veux. Donc, le prix, nous, on fait un énorme effort. Donc, aujourd'hui, on peut, parce qu'on est une toute petite équipe. Si tu veux, on est 5 salariés. Après, évidemment, je travaille avec des freelances sur la photo, la vidéo, le modélisme. Mais en réalité, Plume, c'est 5 personnes. Et donc, nos coûts sont tout petits. Nous n'avons pas de boutique. Je sais pas si tu as remarqué, mais je fais souvent la mannequin. Oui, j'ai vu. Et il y a plein de raisons pour ça. C'était pas du tout voulu au départ. Et vu ce que je t'ai raconté tout à l'heure, je pense que tu peux. Oui, c'est ce que je me dis. Voilà. Mais oui, donc c'est vrai que ça nous permet de réduire les coûts. Mais c'est vrai que nous on fait un très gros effort et on parie, et c'est ce qui est en train de se produire. On parie sur un essor de la marque qui nous permettra à terme vraiment de vivre très correctement, tu vois. Donc, je suis absolument persuadée qu'il va y avoir un mix de vente entre la précommande et le stock. Et d'ailleurs, nous on réfléchit aussi à travailler sur des toutes petites séries limitées, parce qu'on travaille aussi beaucoup sur des stocks dormants, et aussi de dire est-ce que j'ai besoin de faire une précommande sur des pièces qui sont, sur un rouleau de tissu, clairement, et dont on sait qu'on va faire peut-être une 50aine de pièces seulement et qui vont partir en un éclair. Tu vois, il y a quelque chose, des fois, est-ce que ça sert? Peut-être pas. Donc, nous, on n'avance pas avec des œillères. On se dit, la précommande, c'est fait pour tel type de produit, clairement, souvent à forte valeur ajoutée. Et peut-être que d'autres produits nécessitent de travailler sur de l'upcycling, des stocks dormants, et de les proposer directement. Moi, Plume d'il y a 2 ans n'est pas du tout Plume d'aujourd'hui, et je ne sais pas du tout comment sera Plume dans 1 an ou dans 2 ans. Nous, on s'adapte à nos clients et on s'adapte à leurs besoins, à leur environnement. En tout cas, par rapport au prix, c'est à nous aussi de faire l'effort. Elles vont faire l'effort de mettre de l'argent, parce que c'est ça dont on parle, de mettre de l'argent pour qu'on puisse fabriquer ces pièces. À nous de faire un effort sur la remise. Et il fallait que l'effort soit suffisamment conséquent. Parce que faire une remise de 10% quand tu dois attendre 2 mois, le challenge, il est pas terrible entre nous. Tu te dis, pas sûr, tu vois. Surtout quand tu as des grandes marques à côté qui dégriffent énormément. Tu te dis, alors ok, je réfléchis. Est-ce que je vais m'offrir une robe? Je vais pas citer de marque évidemment, mais toutes les noms en tête. Et en plus, ils font moins 40% en ce moment et je peux l'avoir de suite. Ou est-ce que je m'achète une robe chez Plume et j'ai que moins de 10% de remise? Bon, ok. Je réfléchis quand même. J'ai une bonne conscience écologique, mais je réfléchis. C'est sûr. De toute façon, le prix reste un argument. Ça reste quand même très important dans l'acte d'achat. Ça, on peut pas le nier malgré les valeurs, la conscience écologique de chacun. On fait aussi avec ses moyens. Pour poursuivre un peu ce qui est Plume, j'aimerais qu'on parle des ateliers de fabrication. Pour que tu nous expliques un petit peu comment vous sélectionnez vos partenaires. J'ai lu, tu vas me dire si je me trompe, que 70% des pièces étaient fabriquées en France. Donc je voulais un petit peu savoir où étaient fabriqués les vêtements, comment vous choisissez vos usines, comment ça se passe. Alors écoute, je te raconte l'histoire. Quand tu... Alors oui, aujourd'hui, 70% de nos vêtements sont fabriqués en France. Je produis toutes les chaussures, les bottes au Portugal. Toutes les mailles sont fabriquées en Italie. Et notre cuir et toutes les pièces qui sont vraiment très compliquées sont fabriquées en Inde. Je vais t'expliquer comment tout ça s'est fait. Quand tu crées ta marque et que, évidemment, ton premier challenge, c'est de trouver des fournisseurs. C'est sûr. Et alors, quand tu arrives à 43 ans en disant, coucou, je suis pas du tout du monde du prêt-à-porter et je veux lancer une marque en précommande, je peux te dire que il y a beaucoup de gens qui sourient et qui te disent oui, c'est bien, c'est vraiment une bonne idée, mais on se revoit plus tard quand même. Et donc au début, la recherche, c'est juste d'en trouver un.
Et la réalité, c'est que nos premiers façonniers, ils étaient pas français, parce que ce sont pas les Français qui nous ont dit oui au départ. Et mes premiers fabricants c'était en Italie pour la maille. On avait sorti une maille et on avait donc notre jupe en cuir splendide, qui est une jupe en cuir doré, qui fait un carton. D'ailleurs, on n'a jamais arrêté les précommandes. On n'arrête pas de la vendre. Et qui est donc Philippe, notre fabricant, qui a une usine en Inde, et qui fabrique très bien. Voilà, donc c'était nos premiers fabricants. Donc moi, je suis allée en fait chercher les savoir-faire aussi où ils se trouvaient. Donc, typiquement, les machines n'existent plus pour beaucoup en France, et elles existent en Inde, en Italie et au Portugal. Et c'est en fait mon fabricant indien qui m'a donné le contact de mon premier façonnier français. Et ça s'est fait comme ça. Et nous, on était hyper contentes avec lui. Ils ont dit, mais nous, on va absolument faire du Made in France. Donc, on a rencontré Dominique. Et il nous a fait confiance. Et je l'en remercie encore tous les jours. Je lui dis, merci, Do. C'est super de nous avoir fait confiance. Donc, on travaille main dans la main avec lui depuis presque le départ. Donc, 6 mois après le lancement de Plume. Et ensuite, notre deuxième façonnier nous a contactés, en fait, en direct. Ça s'est fait comme ça. Et après, on a eu d'autres tests. Mais la réalité, pour avoir écouté déjà un peu de tes podcasts, je sais que tu es au courant, mais le Made in France n'est pas du tout synonyme de qualité. Loin de là. Et voire même, ils ont plutôt tendance à te pousser à diminuer tes tailles. C'est-à-dire que nous, on fait du 32 au 44. T'explique, non mais c'est pas possible, moi je fais du small et du medium et puis c'est tout, et je fais des blouses pas très compliquées et des pantalons pas très compliqués, donc c'est un véritable casse-tête parce qu'en fait voilà, ils ont leur business, ça leur convient et n'ont pas forcément envie de faire plus. Donc moi j'ai mes 2 façonniers que je challenge tout le temps. Des fois ils s'arrachent les cheveux, mais avec qui je continue à travailler et je veux rester vraiment fidèle avec eux. Alors après on paie vraiment le prix cher, hein, très très cher, mais c'est pas grave, on continue, voilà. Et ça se fait comme ça en fait, ça se fait comme ça. Donc après évidemment on va surveiller les labels, on est hyper attentive, alors surtout à l'étranger, hein, on est hyper attentive. Toi, par exemple, pour le cuir, Philippe, son industrie, elle est LWG. J'imagine que tu sais ce que ça veut dire. Oui, c'est vraiment une certification qui permet de s'assurer que le cuir utilisé est quand même fabriqué dans des bonnes conditions au niveau à la fois social et environnemental, pour résumer. Donc c'est LWG, l'appellation Laser Working Group, si je dis pas de bêtises. Exactement. Et l'approvisionnement est aussi responsable. Donc ça et après bon voilà, c'est une usine qui travaille avec les très très grandes marques françaises de luxe. Et pour la petite anecdote, il nous aime beaucoup parce que il connaît Elise depuis des années, puisqu'il avait déjà travaillé avec elle sur sa première marque Rock Mafia. D'accord. Donc il y a aussi une notion de confiance, parce que c'est ça en fait travailler, c'est de créer une véritable relation de confiance avec les fabricants, de pouvoir se parler justement dans la bonne humeur, de pouvoir se dire les choses. Mais c'est un travail main dans la main. On peut pas être les uns en face des autres. Et nous, on est en relation constante avec eux. Tous les jours, on les a au téléphone. Après, ils s'arrachent les cheveux avec nous, hein, parce que imagine qu'une production en précommande, je les challenge. Donc, Elise, c'est son rôle, hein, la surveillance de la production. Mais nous, on a des clientes, in fine. Ce sont pas des boutiques qu'on livre. Donc, on a des clientes et ces clientes, elles attendent. Donc, on peut pas avoir de problème de douane, on peut pas avoir de problème de retard. C'est un challenge constant. Bon, ils le savent, mais après, ils sont contents. Ils sont fiers des pièces qu'on leur propose. Ils savent que c'est pas simple de travailler pour nous, mais ils sont fiers. Voilà, ils sont contents. Ouais. Bah, c'est important d'avoir des relations comme ça de confiance avec ses partenaires, et je sais à quel point c'est pas évident de trouver les bonnes usines, les bonnes personnes. Tu es loin d'être la seule dans les marques que j'ai pu interroger. Je crois que c'est le challenge quand on lance sa marque, quoi.
Et on va enchaîner avec les matières parce que je trouve que ça fait le lien. On vient de parler du cuir. Vous utilisez aussi des stocks dormants, c'est ce que tu disais. Sur les autres matières, comment vous les sélectionnez? J'ai vu qu'il y avait du coton, de la viscose. Alors la viscose, je sais pas si elle est labellisée. Enfin voilà, comment vous choisissez vos matières? Alors ça, c'est un vrai challenge pour nous. Un très gros challenge pour nous. Alors déjà, il y a une première chose, c'est que c'est vraiment pour moi un focus. Mais nous n'avons pas encore des quantités suffisantes pour pouvoir, si tu veux, exiger ou pouvoir accéder, pardon, c'est plutôt le mot qui convient, accéder à certains types de tissus qui vont être, par exemple, en coton bio ou labellisés. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est ce que je souhaite. Donc, par exemple, sur notre jean Com, on a fait un jean en coton biologique. Il a été fabriqué avec 50% d'eau en moins. Les usines sont certifiées GOTS. Dès que je peux, je vais travailler avec des tissus. Nous, on travaille beaucoup avec Devaux, Trouillet. Et ils ont beaucoup de tissus qui sont labellisés Ecotex, Ecovero, avec une traçabilité au niveau des usines. Voilà. Bon, d'ailleurs, il faut qu'on repart de ce sujet d'Ecotex parce que ça, c'est un vrai sujet qui m'a beaucoup cassé les pieds quand même. Quand je peux. Je travaille avec, là on avait fait une chemise Cathy qui était en lin et en tencel, mais après je sais qu'il y a un vrai sujet sur la viscose. Et là aujourd'hui, il y a une notion de coût et une notion d'accessibilité. Donc ça c'est un vrai sujet, mais la réalité c'est que quand tu fais du digital, c'est-à-dire que tu envoies les vêtements auprès des clientes, toutes les matières naturelles se froissent énormément. Donc nous, au début, on travaillait avec des matières le plus naturelles possible, mais lorsque les vêtements arrivaient chez la cliente, c'était des chiffons. Et donc ça, c'est un vrai sujet, tu vois. Donc on s'est dit, ok, il faut pouvoir allier la qualité du tissu et en même temps le confort de la cliente. Donc, nous, on est en train de travailler là-dessus. C'est pas simple. Je demande toujours à ce que si les tissus sont labellisés et si on n'a pas les labels, j'essaie de trouver une autre solution. Mais pour revenir sur le sujet d'Ecotex, et c'est un sujet qui vraiment me casse les pieds et me met très très en colère, c'est que en fait c'est un énorme business toute cette histoire. C'est donc moi je savais que évidemment tu peux pas dire que ton produit est Ecotex si tu n'as pas toute la traçabilité de ton produit. Ok, il y a pas de souci là-dessus, ou Ecovero ou tous les labels qui donnent. Et la réalité c'est que tu ne peux même pas dire que ton tissu est Ecotex. Moi je me suis pris un recommandé, Chloé. La marque avait 8 mois. Tout à fait gentil de la part de cette marque de cette société me disant nous sommes très contents que vous soyez concernés par l'écologie. Cependant, la marque Ecotex est déposée et vous n'avez pas le droit de l'utiliser si vous n'avez pas l'intégralité de votre fabrication qui est Ecotex. Et moi, je trouve que c'est un scandale, un pur scandale. Donc du coup, voilà, moi je marque qui sont certifiés. Voilà, pour le moment. Et ça me casse les pieds. Vraiment, je me dis, c'est vraiment, voilà, t'essaies de te lancer, de faire les choses différemment. Et la réalité, c'est que c'est qu'une histoire de gros sous. Voilà, c'est tout simplement ça. Et des grandes marques qui font de leur mieux, j'imagine, parce que c'est pas simple, et qui vont chercher d'autres types de certifications, doivent débourser des chèques faramineux. La réalité, après, est-ce qu'ils le font réellement dans leur quotidien? Je sais pas, tu vois. Ouais. Donc, écoute, voilà, moi c'est un sujet qui me touche. Moi, je sais qu'au quotidien, et ça, personne ne l'enlèvera. On travaille avec nos fournisseurs et on essaie de trouver à notre taille des sources de tissus qui soient les plus responsables possibles. Mais voilà, je pense qu'il faudrait que certains législateurs mettent leur nez là-dedans. Quand même. Ouais, c'est vraiment pas évident. La labellisation, on l'a vu, c'est New York Times qui avait sorti une enquête aussi sur la labellisation GOTS, pour le coton en Inde, où finalement c'était des magouilles, c'était mélangé. En fait, la traçabilité était vraiment limite. On pouvait même pas s'assurer à 100% que le coton était vraiment biologique. Enfin, on voit à quel point
ces labellisations sont devenues un business, quoi. Et ça va commencer à poser problème. Vraiment, c'est une marque. L'épisode est déjà sorti, donc je peux la citer. C'est Petit Bateau qui me disait que eux, donc, avaient acheté du coton soi-disant biologique. Eux ont les moyens de faire des tests, donc ils ont envoyé le tissu en test pour vérifier que c'était bien biologique. Et il s'avère que pas du tout, en fait, ça l'était pas. Donc voilà. Et eux sont une marque installée depuis des générations. Enfin, je veux dire, c'est une marque bien installée qui a les moyens humains et financiers pour faire ça, mais quand on est une jeune marque, on se lance, on peut pas aller tout vérifier. Donc on voit à quel point finalement la labellisation et la certification je pense qu'il faut pas que ce soit l'argument principal quand on va se tourner vers une marque. Je crois que c'est un ensemble, en fait. Il faut voir la cohérence globale de la marque et comment elle travaille avec tous ses partenaires, quoi. Tu sais, nous on a souvent une réflexion avec Élise, on se dit mais finalement qu'est-ce que c'est un vêtement responsable? Et, bonne question. Et la question c'est, ok, tu vois par exemple, ne serait-ce que sur la teinture végétale, la durabilité en fait d'un vêtement. Finalement, est-ce qu'un vêtement qui sera fabriqué, peut-être pas avec, une teinture végétale, peut-être pas avec un coton biologique, mais ce vêtement est tellement beau ou plaît tellement à la cliente qu'elle va peut-être l'utiliser pendant 20 ans. Elle l'utilisera souvent et elle la gardera pendant 20 ans, plutôt qu'un vêtement qui va avoir une durabilité moindre parce que pour l'instant la teinture végétale, le tannage ou le cuir par exemple végétal, ce sont des matières qui sont nobles, mais qui, la réalité aujourd'hui, ne durent pas dans le temps, ont un vrai problème de durabilité. Et la question c'est, si c'est pour qu'elle soit achetée et jetée dans 3 mois, finalement, quel est le vêtement le plus durable? Moi, je pense que c'est un vrai sujet. Il faut continuer. Moi, je suis complètement persuadée qu'il faut que le vêtement donne encore du plaisir. Il faut que l'on puisse apporter du plaisir, de l'inspiration, de l'esthétisme, parce que l'esthétisme donne de la joie. Moi, je suis profondément convaincue de ça, et que fabriquer des vêtements durables, il faut qu'ils soient beaux. Il faut qu'on ait envie de les porter. Il faut que les femmes aient envie de les porter, que les hommes aient envie de les porter, que les enfants aient envie de les porter, parce qu'ils les garderont, tout simplement. C'est ça la vraie durabilité. Donc, voilà, moi c'est peut-être très engageant ce que je te dis, mais moi c'est ma conviction profonde. Et pour les aider à vraiment faire le pas, par exemple de la précommande, il faut leur donner envie. Il faut leur donner envie du vêtement. Il faut leur donner envie financièrement de passer. Tu te rends compte si ne serait-ce que 10% de la production mondiale passait en précommande, mais ce serait des économies. On aurait moins de gâchis. Ça, c'est sûr. Je veux même pas transformer l'intégralité de l'industrie, mais si on était, moi j'ai envie que plein de marques se mettent à la précommande. Et même les plus gros, finalement, c'est eux aussi qui auront le plus gros impact. Allez-y, vous verrez. Alors oui, le début il est pas simple, mais à la fin, ça marche. Ouais, faites des vêtements qui leur plaisent, qui durent, qui soient beaux, parlez-leur, faites ce que vous savez faire, inspirez-les. Voilà, et essayer de faire les choses mieux. Alors voilà, quand tu me parles de matière, ça me fait tourner la tête parce que je sais qu'on pourrait être tellement meilleur, mais voilà, on fait petit à petit. C'est ce que j'allais dire. Et puis, une marque parfaite, une marque 100% responsable, ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Enfin, je veux dire, être responsable, c'est pas être à l'instant T, c'est finalement un cheminement. Donc, ça fait partie de l'amélioration de la démarche. Ça faisait partie de mes questions, d'ailleurs, de savoir ce que vous souhaiteriez améliorer dans le futur. Donc, les matières, si je comprends bien. Ouais. Les matières, là, j'en aurais des caisses à te donner. Alors, écoute, les polybags, tu sais, donc nos vêtements, quand ils sortent du fabricant, du façonnier, ils sont sous polybag pour les protéger, pour pas qu'ils se salissent, pour pas qu'ils prennent d'odeur. Sauf que ces polybags, pour l'instant, ils sont encore en plastique. Et ça m'horripile. Donc, j'ai vraiment, tu vois, ça, c'est un sujet qu'on va faire très rapidement. On va essayer de travailler sur des polybags recyclés ou en fibre de maïs, par exemple, qui peuvent être compostables. Après, on travaille aussi à proposer à la cliente, mais ça c'est du développement digital, proposer à la cliente un refus d'envoi fractionné. Alors je t'explique ce que c'est. Nous aujourd'hui, nos clientes, elles peuvent faire un panier et dans leur panier, elles peuvent avoir déjà plusieurs pièces en précommande qui auront des dates de livraison différentes, et elles peuvent aussi se faire plaisir sur une pièce en stock. Donc ce qui veut dire que, elles peuvent avoir plusieurs envois.
Et là, aujourd'hui, nous, on trouve que c'est marcher sur la tête, si tu veux. Donc, nous, on aimerait pouvoir rapidement leur proposer, et ça, c'est quelque chose avec notre logisticien, sur lequel on est en train de travailler, de pouvoir leur proposer des envois, de refuser l'envoi fractionné, en fait. De dire, bon, écoutez, moi, je suis pas pressée, vous pouvez tout m'envoyer d'un seul coup. Voilà. Ça pourrait être une option. Ouais. Ensuite, nous, tu sais, alors je sais pas si tu le sais, je te le dis, mais on a un compte qui s'appelle Vintage by Plume. Oui, j'ai vu. Voilà. Nous, notre idée, c'est de lui donner plus de visibilité. Donc là, aujourd'hui, il faudrait que je mette une personne à plein temps dessus. Aujourd'hui, j'ai pas encore trop la possibilité. On fait comme on peut, mais l'idée, c'est de faire un service qui est gratuit. Et c'est déjà ce qu'on propose, c'est-à-dire qu'on propose à nos clientes de mettre en story en taguant Vintage by Plume. Ben voilà, j'ai ma petite jupe pour telle ou telle raison, finalement j'ai besoin de la vendre. Et de proposer finalement aux filles qui aiment la marque, puisque finalement elles sont fans des mêmes valeurs, de leur proposer en priorité à elles. Et nous on veut absolument rien gagner dessus. L'idée c'est que on contribue à l'économie circulaire. Donc ça c'est pour moi un gros sujet. Je pourrais t'en dire plein, le packaging, proposer à la cliente de finalement ne pas avoir de packaging, de décider, moi je veux une simple enveloppe, parce que nous, si tu veux, l'expérience, elle est très importante. Donc aujourd'hui, on a une très belle boîte, d'ailleurs qui est fabriquée en France, avec un carton recyclé, juste à côté de Bordeaux. Et voilà, on y met du parfum. On souhaite vraiment qu'elles vivent quelque chose de fort quand elles reçoivent le paquet Plume. Il y a un joli pochon en coton à l'intérieur. Mais la question c'est, une fois que tu l'as vécu une fois, peut-être que tu as envie de ne pas utiliser plus de carton. Clairement, ça c'est quelque chose qu'on veut mettre en place. Je peux t'en dire plein. Oui, un truc hyper important. Nous, on aimerait que nos clientes aient le même niveau d'information que nous sur la fabrication de leurs vêtements. Donc ça, c'est un projet que j'ai sur l'année prochaine, 2023. Gros projet, ça. Hein. Ouais, c'est un gros projet. C'est-à-dire que j'aimerais que on puisse, à l'instant T, quand elles le souhaitent, peut-être via une app, peut-être via le site, en tout cas, leur donner le même niveau d'information de la fabrication avec des instantanés de leurs vêtements. Vraiment de contribuer au maximum à l'implication de nos clientes dans la fabrication de leurs pièces. Moi, je pense que ce serait vraiment chouette. Plus de diversité dans les shootings. J'allais te demander les shootings justement parce que tu me disais c'est moi la mannequin, mais c'était pas l'idée de base. Oui. Alors écoute, donc voilà, premier shooting. Donc j'ai une mannequin trop belle. On part dans le désert. C'était juste avant le confinement. C'était au mois de février 2020. Et on est 4, Et moi, l'idée à la base, c'est que je fasse les photos. Et je demande à une toute jeune stagiaire photographe de venir pour juste me prendre en photo, histoire de faire la passerelle entre ma communauté et Plume pour qu'elle ne soit pas trop perdue. Et en fait, on se rend compte, et c'est Elise qui me dit, écoute, tu vas pas avoir le choix, on vend que lorsque c'est moi qui apparaît. Et au début, elle me dit, c'est normal, c'est ta communauté. Donc, elles veulent te voir. Je dis, c'est sympa, mais moi, j'ai 43 ans. Elle me dit, mais non, au contraire. Et en fait, je lui dis, mais t'as raison, c'est tout ce que je prône. C'est-à-dire, tu as le droit, quel que soit ton âge, et nous, on a des clientes qui ont 25 ans à 60 ans, de porter les vêtements que tu as envie de porter. Et donc, peut-être que le fait que j'ai 46 ans, nous, on retouche pas les photos, tu vois. On avait une première photographe qui retouchait beaucoup les photos et je m'y retrouvais pas du tout. Je lui dis, c'est pas moi. Enfin, je veux dire, j'ai 46 ans. À un moment donné, il faut que juste leur mentir, quoi. Voilà. Et oui, alors si j'ai un gros bouton dans le décolleté, elle va le sortir. Mais sinon, le reste n'est vraiment pas retouché. Les rides, les taches de soleil, la cellulite derrière les fesses, c'est comme ça, elle est là. Il y a peut-être une congruence, si tu veux, entre la création, puisque je suis vraiment à la DA, à la fois de la pièce jusqu'à la communication, finalement jusqu'au moment de le porter. Donc il y a peut-être quelque chose qui match. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas encore trop compris, mais elles sont attachées à ce que j'apparaisse. Alors, pour être très honnête, mon but est vraiment d'apparaître de moins en moins. C'est extrêmement chronophage.
très fatigant. Ouais, j'imagine. Être devant l'appareil, derrière l'appareil, réfléchir à tout ça, c'est pas simple. Mais oui, je souhaite, voilà, si ça continue à inspirer les clientes, ben je le fais. Mais j'ai un regard très professionnel en fait sur ces photos et c'est pas simple de voir sa tête tout le temps sur son site. J'imagine. Et aussi peut-être plus de morphologie pour montrer les vêtements. Exactement. Ouais. Exactement. Alors nous, on a un souci par rapport à ça, qui est un souci technique. C'est qu'aujourd'hui, tu sais, la précommande, ça fonctionne avec un prototype. Ouais. Parce qu'un prototype, ça coûte cher. Et ce prototype, on le fait en 36, donc qui est ma taille, avant de lancer les précommandes. Donc l'idéal, ça serait de pouvoir faire un prototype en 36 et peut-être un prototype en 44, tu vois. Ça serait vraiment bien. Mais là, aujourd'hui, déjà, on réussit à leur faire des prototypes parce que, voilà, comme on est devenu des bonnes clientes, parfois, ils ont l'impression, nos fournisseurs, qu'on va devenir comme toutes les autres marques et qu'une fois que le prototype est validé, on passe la commande, on leur dit non, vous oubliez, là, on fonctionne en précommande. Déjà, leur faire un prototype, c'est pas simple. Donc oui, nous, notre but, c'est de vraiment travailler sur des différentes morphos et c'est pas évident. Moi, j'ai ça d'enfance en plus, donc j'ai vraiment très envie. Donc ça, c'est un vrai gros sujet d'amélioration. Gros sujet d'amélioration. Bah, c'est bien, ça fait plein de gros projets. Voilà, vous allez pas vous ennuyer sur les prochaines années. Non, voilà, c'est chouette. Mais c'est chouette, c'est une aventure qui est géniale. Et si je peux faire passer un message, c'est déjà de dire que on peut monter sa marque à n'importe quel âge. On peut monter un projet, pas forcément une marque. Hein. On peut monter un projet à n'importe quel âge. Qu'on n'est pas forcément obligé de venir du milieu. Que la confiance, elle s'apprend avec le temps aussi. Et que il faut pas attendre que les choses soient parfaites pour avancer en fait. Plume du début avait 4 pièces à son catalogue et ça a été un enfer la première fabrication. Mais aujourd'hui, voilà, ça commence à être plutôt désirable. On a beaucoup de signaux qui sont très ouverts et c'est pas simple tous les jours, mais c'est aussi extrêmement motivant, passionnant, avec des clients qui nous demandent de continuer, de pas baisser les bras. Bon, il n'y a pas de raison qu'on les baisse, hein, même si en ce moment, avec toutes les augmentations démentielles de matières premières, c'est pas simple, c'est même plutôt compliqué. Mais voilà, en tout cas, tout est possible. Tout est possible. Génial. Bah, écoute, on va suivre ça de près. Et j'arrive à ma dernière question, un rituel du podcast que je pose à toutes mes invitées pour conclure. Est-ce que tu as des modèles dans la vie ? Alors, je suis toute pourrie pour te répondre à cette question. Parce que la réalité, en fait, moi, je suis admirative de toutes les personnes que je rencontre souvent. Donc, je peux être admirative de sportives ou de sportifs, hein, garçon-fille, de femmes politiques, d'écrivaines, de musiciennes, par exemple des tricoteuses. Des fois, je les vois travailler. Je pourrais passer des heures. J'adore manger. Donc, des chefs cuisiniers, pâtissiers qui vont aller chercher le beau. Moi, je trouve ça absolument. Les architectes, les décorateurs. Je serais incapable de donner une personne en fait. J'en ai trop qui me viennent en tête tout de suite. Je m'inspire d'absolument tout ce qui m'entoure. En tout cas, ça me fait du bien. Voilà, elle est nulle, hein, ma réponse. Hein, mais non, pas du tout. Je pense que c'est une très belle conclusion. Voilà, tu alimentes ta créativité avec un peu tout ce qui t'entoure, donc je trouve ça assez chouette. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à toutes mes questions et de m'avoir accordé ce temps. Merci infiniment. C'était chouette, Chloé. Merci à toi. Merci beaucoup. Et puis, bravo pour ton podcast. C'est gentil, merci beaucoup. À bientôt. Merci à Céline d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.